RFI, le journal en français facile se met à l'heure d'hiver. Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, le président français en visite au Maroc. Une rencontre avec le roi Mohamed VI pour tenter de réconcilier les deux pays. Alors que Paris et Rabat ont vécu 3 années sous tension. On y reviendra en début de journal. Aux États-Unis, J-8 avant la présidentielle et dernière ligne droite pour la campagne. Kamala Harris et Donald Trump sont tous les deux dans des états clés ce lundi, au lendemain de propos racistes du candidat républicain. Explications à venir. À suivre également des manifestations en Géorgie après les résultats officiels des législatives. L'opposition crie à la fraude, alors que le parti du rêve géorgien pro-russe est donné gagnant. Le président français Emmanuel Macron doit arriver au Maroc dans une trentaine de minutes. Il sera accompagné d'une large délégation, c'est-à-dire d'un groupe composé de 9 ministres et d'une quarantaine de grands patrons. Le président débute ainsi sa visite d'État qui se terminera ce mercredi. Il espère renouer les liens de la France avec Rabat, touché par 3 ans de tension, alors que le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique. D'importants contrats pourraient également être signés lors de cette visite. On y revient avec François Hume. Attablé à la terrasse d'un café de Casablanca, Aziz Lamtiri, avocat d'affaires qui conseille les entreprises françaises désireuses de s'installer au Maroc, se réjouit du réchauffement des relations bilatérales. Pour ses affaires d'abord, mais aussi en raison des liens intimes historiques entre les deux pays. La visite du président français est la bienvenue. Il donnera un nouvel élan et une nouvelle force à cette relation qui est toujours était présente entre Maroc et France. Malgré la brouille diplomatique, les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont doublé en 8 ans. Mais selon le président de la Chambre française de commerce au Maroc, Jean-Charles Damblin, la réconciliation politique pourrait déboucher sur de nouvelles coopérations économiques de grande envergure. Certaines ont déjà commencé dans l'hydrogène vert ou les énergies vertes. D'autres sont espérés. Il y a les projets majeurs de ferroviaire. On sait très bien, la France est déjà positionnée sur la première ligne TGV d'Afrique, il faut le rappeler, LGV, entre Casablanca et Tanger. Donc maintenant, il y a des marchés qui sont lancés. Des sociétés françaises ont pris des marchés, que ce soit d'études, d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de génie civil. Mais il ne faut pas oublier que des entreprises marocaines aussi sont positionnées, des entreprises chinoises. Ces marchés en question, ce sont ceux de la nouvelle ligne TGV entre Kenitra et Marrakech. Alstom s'est positionné. De son côté, Airbus espère convaincre la rame de lui vendre une flotte d'avions. Et enfin, des contrats sont attendus dans l'économie bleue, usine de dessalement de mer ou infrastructure pour lutter contre le stress hydrique. François Mferkatadji, Rabat, RFI. Aux États-Unis, J-8 avant la présidentielle. Un scrutin qui s'annonce très serré alors que plus de 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages. Ils continuent ce lundi leur campagne dans des États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Kamala Harris se trouve dans le Michigan, tandis que Donald Trump est actuellement en Géorgie. Le candidat républicain a par ailleurs été très remarqué hier soir lors d'un énorme show à New York dans la salle mythique du Madison Square Garden. Une démonstration de force en terre démocrate. L'ex-président américain en a profité pour accuser sa rivale démocrate Kamala Harris d'avoir, je cite, détruit l'Amérique. Joris Zilberman, bonjour. Bonjour. Un flot d'insultes et des déclarations racistes ont également marqué la soirée, en particulier contre les portoricains, ce qui a déclenché un tollé. Et oui, tout est venu de la déclaration à la tribune d'un des chauffeurs de salle, comme on dit, de Donald Trump, c'est-à-dire une personnalité invitée pour annoncé pour préparer le discours de l'ancien président républicain. Là, il s'agit de l'humoriste Tony Hinchcliffe. Et selon lui, je cite, « Il existe une île flottante d'ordures comme une grande poubelle au milieu de l'océan. Et je pense, a-t-il déclaré, que c'est Porto Rico. » Alors, Tony Hinchcliffe anime un podcast qui s'appelle Kill Tony. Il est connu pour son racisme contre les Asiatiques depuis 2021, adepte de la théorie du grand remplacement des Blancs par notamment les Latinos qui, selon lui, selon ses mots, font beaucoup de bébés aux États-Unis. Alors, sa déclaration sur les Portoricains a provoqué de nombreuses réactions, notamment de la part de l'équipe de Kamala Harris qui venait elle-même de se rendre dans un restaurant portoricain de Philadelphie. Réaction
outré de Tim Walz, son colistier, le candidat à la vice-présidence, et de la députée new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez, qui a elle-même des parents portoricains. En outre, plusieurs stars nées à Porto Rico, comme le prince du reggaeton, ce genre musical, Bad Bunny, et la superstar Ricky Martin ont affiché leur soutien à la vice-présidence démocrate. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Votez Kamala Harris, a notamment posté Ricky Martin à ses 18 millions d'abonnés sur X. Les précisions de Joris Zilberman, chef du service international de RFI. Merci beaucoup. Des manifestations post-électorales aujourd'hui en Géorgie. Le parti du rêve géorgien pro-russe et actuellement au gouvernement a remporté les élections législatives qui ont eu lieu samedi avec près de 54% des voix selon les résultats officiels. Toujours selon ces derniers, 4 formations d'opposition signataires d'une charte pro-européenne ont cumulé 37% des voix. Présentées comme un scrutin crucial par les spécialistes, ces élections avaient des allures de référendum entre Bruxelles et Moscou. Or, une partie de l'opposition refuse de reconnaître les résultats des législatives. Elle est soutenue par la présidente qui parle de scrutin totalement falsifié, fin de citation, à l'appel de ces dernières qui doivent siéger dans le futur Parlement. Une manifestation pour défendre l'avenir européen de la Géorgie est organisée ce lundi soir devant le Parlement national. Des milliers de personnes sont présentes, Régis Janté. Cette manifestation de l'après-élection parlementaire sera un premier test pour l'opposition. Un test de la colère qui anime le pays, l'élection ayant été volée selon elle et étant synonyme de fin du rêve européen d'un pays où 80% des 3,7 millions de citoyens disent vouloir devenir membres de l'UE. Dans les QG des partis, on tente de prouver autant que possible la fraude qui aurait entaché l'élection, s'intéressant notamment à l'étrange augmentation du nombre d'électeurs et à la disparité inhabituelle entre les sondages à la sortie des urnes et les résultats officiels. Le gouvernement, lui, est tout à la légitimation du scrutin et de sa victoire. C'est dans ce contexte qu'arrive ce lundi soir à Tbilissi le Premier ministre hongrois Viktor Orban, lequel avait été le premier à féliciter le rêve géorgien pour sa victoire dès samedi soir, avant même que les résultats officiels ne soient connus. Monsieur Orban s'affiche depuis quelques années comme un ami du gouvernement géorgien, les deux se disant défenseurs des valeurs traditionnelles et plaidant pour une certaine collaboration avec Moscou. Régis Janté, Tbilissi, RFI. La situation au Proche-Orient, alors que la guerre à Gaza et au Liban se poursuit avec les offensives israéliennes. Au Liban, le Hezbollah dit avoir tendu une embuscade, un piège à des soldats israéliens près d'un village frontalier dans le sud du Liban. L'attaque du mouvement pro-iranien s'est produite à l'aube. Israël dit par ailleurs qu'environ 115 projectiles ont été tirés par le Hezbollah ce lundi sur son territoire. Et l'on se quitte en musique avec le nouvel album de Seun Kuti, l'un des 2 fils de Fela Kuti, le créateur de la musique afrobeat. Plus lourde encore est La tête sans couronne. Voilà comment on pourrait traduire le titre de cet album qui se veut politiquement engagé. Olivier Roger. Des cuivres rugissants, des rythmiques syncopées, un groove unique, Seun Kuti est bien le digne fils de Fela, prince de l'afrobeat inventé par son père. Pour son 7e album studio, Seun Kuti conserve les fondamentaux de cette musique qu'il modernise au contact des influences urbaines, une façon d'assumer sa filiation sans la subir. On notera la participation de Damian Marley, le fils de Bob Marley. Cet album est avant tout un manifeste politique. Le titre, plus lourde encore et La tête sans couronne, est une déformation d'un vers du dramaturge anglais William Shakespeare. Inquiète est la tête qui porte la couronne, Seun Kuti. Le titre de l'album est une façon de parler au nom du peuple pour répondre à cette maxime élitiste qui veut que lourde est la tête qui porte la couronne. Je voulais affirmer une conscience de classe. Les têtes couronnées, ce sont les élites et les entreprises. Tout au long des 6 pistes, certaines durant jusqu'à 8 minutes, Seun Kuti dénonce la violence sociale, la surconsommation, l'indifférence des élites et rend hommage aux grandes figures émancipatrices de Malcolm X à Patrice Lumumba. Un sujet signé Olivier Roger, RFI, il est 17h09 à Paris. Them nice things about we brothers we see.